Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. La France a-t-elle les moyens de ses ambitions en matière de défense? La question se pose avec une résonance toute particulière au lendemain des attentats de janvier dernier et alors que la France s'est fixé de nouvelles missions en matière de lutte contre le terrorisme. Dans ce contexte, il va donc falloir revoir la loi de programmation militaire, ce qui détermine les crédits de l'État en matière de défense. C'était l'objet d'un débat hier dans l'hémicycle à la demande des sénateurs du groupe UMP. Ils ont interpellé Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, sur de nombreux sujets comme les suppressions de postes initialement prévues dans la loi de programmation militaire, le recours à des sociétés de projet comme le prévoit le projet de loi Macron ou encore la sanctuarisation du budget de la défense. On découvre toutes ces questions et les réponses du ministre dans l'hémicycle. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur la préparation de la révision de la loi de programmation militaire. Débat à la demande du groupe Union pour un mouvement populaire. La parole dans ce débat est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat. Je profite pour saluer Monsieur le ministre et Monsieur le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et je donne immédiatement la parole à Monsieur Dominique de Legge. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'UMP a souhaité ce débat pour deux raisons. La première a trait au fait que la LPM stipule en son article 6 son actualisation avant la fin de l'année 2015 afin de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs et les réalisations. La seconde, à la suite des événements terroristes que nous avons connus sur notre sol, le Président de la République a annoncé un certain nombre de mesures qui doivent trouver leur traduction concrète dans le budget dès cette année et qui sont susceptibles de modifier les objectifs de la LPM. Le groupe auquel j'appartiens a toujours soutenu la politique de défense, quel que soit le gouvernement. Il n'y a donc pas de débat de fond entre nous, Monsieur le Ministre, mais une chose est de partager des objectifs et une autre est de se donner les moyens de les atteindre. C'est sur ce point que portera mon propos en m'attachant à poser des questions concrètes autour de 5 sujets. Le premier, l'engagement de nos forces. Lorsque la LPM a été votée, notre retrait d'Afghanistan était acté, notre engagement au Mali aussi, mais notre engagement en Centrafrique ou en Irak n'était pas à l'ordre du jour. L'opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne réunit désormais 3 théâtres d'opération, Mali, Tchad et Niger, et la mobilisation d'effectifs sur le territoire national n'était pas activée. Ceci me conduit à plusieurs questions, compte tenu de cette modification du périmètre de nos engagements, et alors qu'aucune perspective de retrait, hélas, ne se dessine, envisagez-vous de revoir le contrat opérationnel de la LPM? Dès lors, pensez-vous que la trajectoire budgétaire, tant en fonctionnement qu'en investissement, de 31,4 milliards pour la période 2014 à 2016 est toujours réaliste au regard des besoins? Et y a-t-il lieu de considérer que la légère augmentation du budget à partir de 2017, de 31,7 à 32,5, sera suffisante? Deuxième sujet, le dispositif de sécurité à la suite des événements du début de l'année. Le Président de la République a annoncé en janvier la mise en place du plan Sentinelle sur le territoire national et concomitamment une révision à la baisse de la déflation des effectifs, sans préciser si cette dernière était liée à une mobilisation sur notre territoire ou constituait une réponse au prolongement de notre présence sur les théâtres extérieurs. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point? Nous avons été saisis d'un décret d'avance pour le financement du plan Sentinelle afin de doter les ministères de l'Intérieur et de la Justice de moyens renforcés. Très curieusement, votre ministère, bien que fortement mobilisé avec 10 000 personnes et les moyens qui vont avec, n'est pas concerné par ce décret. Pouvez-vous nous en donner les raisons? Qu'en est-il très exactement des diminutions des effectifs? Initialement, la déflation devait être de 24 000 sur la période 2014-2019, en sus des postes supprimés dans la précédente loi de programmation. Elle ne serait plus que de 16 500, voire 13 000.
Quelle est la traduction budgétaire de cette évolution? D'autant plus que lors du vote de la LPM, il avait été indiqué que la baisse des effectifs permettrait de financer des équipements. Qu'en est-il sur ce point précis? Car plus d'hommes, c'est aussi plus d'équipements. On peut penser que ces moindres réductions vont toucher les sous-officiers et hommes du rang, ce qui rend encore plus problématique le dépyramidage. Quelles armes vont être affectées? Enfin, devons-nous considérer ce nouveau format des effectifs comme un aménagement de la baisse des effectifs sans en remettre en cause le volume au terme de la LPM, ou bien s'agit-il d'une donnée nouvelle qui s'inscrira au-delà de la LPM? Troisième sujet, les OPEX. Tous les ans, nous avons le même débat. Une provision est inscrite, mais elle se révèle toujours insuffisante. 450 millions en 2013 pour 1,1 milliard de dépenses, 450 millions en 2014 pour vraisemblablement 1,2 milliard de dépenses, 450 millions en 2015 pour une somme qui, au final, avoisinera celle des années précédentes. Peut-on continuer indéfiniment, et ce n'est pas nouveau, à sous-estimer la réalité financière et la réalité tout court? Je sais que la LPM prévoit que les surcoûts sont financés par la réserve interministérielle présentée comme la garantie que les autres ministères vont payer. Mais ceci m'amène à trois considérations. Au-delà des subtilités budgétaires et autres artifices de présentation, je ne vois pas l'intérêt de continuer, tant pour le budget des armées que pour celui de l'État dans son entier, à inscrire des crédits dont on sait qu'ils représentent un tiers seulement de la dépense réelle et qu'il faudra bien acquitter d'une façon ou d'une autre. Je conteste la notion même de réserve interministérielle pour financer les OPEX, non seulement parce qu'il s'agit d'une dépense certaine, mais parce qu'elle est constituée par le budget de chaque ministère au prorata de leur importance dans le budget général. Chacun sait qu'après l'éducation nationale et la charge de la dette, c'est le budget des armées qui pèse le plus lourd. Ainsi, on arrive au paradoxe suivant, qui fait que plus la défense est sollicitée, plus ses moyens budgétaires sont proportionnellement réduits. Autrement dit, peut-on ignorer indéfiniment la contribution annuelle de la défense pour la seule couverture des OPEX à près de 300 millions par an, sans en tirer les conséquences sur la LPM? Mes chers collègues, entre 2013 et 2015, c'est près d'1 milliard qui aura manqué à la LPM. Je ne suis pas certain que l'on puisse parler encore dans ces conditions de sanctuarisation. Enfin, sans ouvrir le débat complexe d'une défense européenne, il faut bien reconnaître que nos engagements extérieurs sont approuvés par les pays de l'Union européenne qui en voient le bien-fondé pour leurs propres intérêts. La présence de nombreux chefs d'État ou de gouvernement le 11 janvier à Paris nous a fait chaud au cœur. Mais n'était-ce pas l'occasion d'appeler à une solidarité pas simplement de mots et d'images, mais plus tangible? Le terrorisme, c'est l'affaire de l'Europe et pas seulement de la France. Le Premier ministre a eu raison de rappeler récemment à M. Juncker que la défense de l'Europe était principalement assurée par l'armée française. Pensez-vous qu'une initiative pourra être prise pour que nous ne soyons plus les seuls à porter la majeure partie des coûts des OPEX? Il ne s'agit pas pour nous de nous affranchir de la norme comptable des 3%, car il faudra bien payer les factures, mais d'espérer et exiger un peu plus de solidarité. Quatrième sujet, les conséquences des ventes récemment réalisées, notamment à l'Égypte. La frégate qui devait être livrée à nos armées le sera au Caire. Quelles conséquences pratiques sur le plan financier et opérationnel? Y aura-t-il reversement au budget militaire? Cette vente affecte-t-elle le programme de livraison des autres frégates, tant en volume qu'en délai? Sur le plan opérationnel, que devient l'équipage formé qui devait embarquer à bord de ce nouveau navire? Est-ce que cela conduit à prolonger une nouvelle frégate pour laquelle les travaux de maintenance n'avaient pas été programmés? Quelle est la conséquence de la vente des Rafales sur le cadencement et le prix de nos livraisons? Cinquième sujet, les recettes exceptionnelles. L'inscription de celles-ci n'est pas une innovation, mais j'accuse Bercy, aujourd'hui comme hier, de vouloir financer les armées avec de la monnaie virtuelle alors que les besoins et les dangers sont réels. Bercy, depuis de nombreux mois, sait que les recettes exceptionnelles de vente de fréquences inscrites au budget 2015 ne se réaliseront pas. Il ne peut ignorer le rapport rédigé par l'IGF, la DGA
et le contrôle général des armées qui le confirme. Je déplore que le président de la République, en réponse au questionnement de M. Larcher, président du Sénat, et de M. Raffarin, président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères, lors du vote du budget de la Défense pour 2015, ait feint de croire que les recettes de vente de fréquences seraient au rendez-vous de 2015. Je déplore que le Premier ministre, en réponse au courrier que lui adressait encore le président Raffarin le 17 mars, affirme que la vente de fréquences en 2015 pour assurer les recettes exceptionnelles est toujours d'actualité, alors que vous-même, Monsieur le ministre, la semaine dernière, déclariez devant la commission spéciale qui examine le projet de loi Croissance, Activité et Égalité des chances économiques que le recours à des sociétés de projet était dû au fait que ces ventes ne seraient pas au rendez-vous en temps utile. Je condamne le fait que ce soit au détour de ce texte, qui n'a rien à voir avec un sujet aussi grave et aussi régalien, que l'on ait tenté d'esquiver le sujet. En déposant un amendement de suppression de l'article 50 de ce texte, je le dis très clairement, nous ne préjugeons en rien de notre vote final sur les sociétés de projet. Nous voulons seulement un débat et un arbitrage. Monsieur le ministre, nous le savons, la situation internationale est préoccupante. Sans doute n'avons-nous jamais vécu dans un monde aussi complexe où les menaces et les dangers sont aussi diffus. Nous en appelons à la responsabilité de tous. Vous pouvez compter sur la nôtre. Encore faut-il que cesse l'improvisation entre Bercy, qui ne veut ni des sociétés de projet, ni de crédits budgétaires, mais ne propose rien, et votre ministère qui propose des sociétés de projet, dont il n'est pas vous faire offense que de dire que ces contours restent flous. S'agit-il d'une mesure temporaire ou d'un montage pérenne? Alors qu'il y a urgence à régler le problème avant l'été, le Premier ministre a écrit dans sa réponse au président Raffarin, que je mentionnais tout à l'heure, « Il m'est difficile d'apporter les éléments techniques de réponse à vos questions et je vous invite à vous rapprocher des ministres concernés sur ces sujets précis. » Je laisse chacun apprécier, mais je serais tenté de dire au Premier ministre, sauf son respect, que les questions posées ne sont pas techniques, mais politique. Et jusqu'à preuve du contraire, un Premier ministre s'est fait pour arbitrer entre ses ministres et non pour botter en touche. Merci, Monsieur le ministre de la Défense, des réponses que vous pourrez nous apporter et formons le vœu que le chef suprême des armées, le président de la République, ne se contente pas de dire que les moyens des armées sont sanctuarisés, mais qu'enfin il nous dise comment, c'est-à-dire qu'il arbitre et que le Premier ministre mette un terme aux déclarations contradictoires de son gouvernement. Ils le doivent à nos armées dont les hommes risquent leur vie, ils le doivent à la représentation nationale qui vote les lois et qui incarne l'unité nationale. Merci, Monsieur Delège. Dans la suite du débat, la parole est maintenant à notre collègue Joël Guerriau pour le groupe UDI, Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La loi de programmation militaire de décembre 2013 a marqué le souhait du gouvernement d'assurer l'évolution de notre outil de défense pour faire face à de nouvelles menaces en prenant en considération une forte contrainte budgétaire. Ce souhait, nous l'avons largement partagé au sein de notre commission des affaires étrangères et dans cet hémicycle. Toutefois, depuis l'automne dernier, soit moins d'un an après l'entrée en vigueur de la LPM, les projections financières et humaines sont devenues incompatibles avec les interventions de nos forces armées à l'extérieur, mais aussi sur notre sol. Fort heureusement, l'article 6 de la LPM prévoit une première actualisation de cette trajectoire à l'horizon de l'année 2015. Cette rectification, annoncée dès janvier dernier pour cet été, devra relever deux défis majeurs. Il s'agit d'une part de renforcer notre capacité financière et d'autre part d'ajuster notre stratégie de défense à moyen terme. Ce sont les deux points que j'aborderai. Le premier défi pose la question de la crédibilité budgétaire. La précédente LPM a cherché, sous votre impulsion, Monsieur le Ministre, à sanctuariser les crédits alloués à notre outil de défense. Le chiffre annoncé était de 31,4 milliards d'euros par an pour toute la durée d'application de cette loi. Cette enveloppe financière devait être composée de crédits budgétaires votés en loi de finances et de 2,4 milliards d'euros de recettes exceptionnelles issues de cessions immobilières et de cessions de bandes de fréquences hertziennes. Ce compromis budgétaire devait être respecté
sous contrôle des commissions des affaires étrangères de la Défense des deux assemblées. En théorie, le montage était crédible. Malheureusement, l'exécution de cette orientation a été bien différente. À ce jour, nous n'avons pas vu le premier centime des fameuses recettes exceptionnelles annoncées. La cession des bandes hertziennes n'est toujours pas réalisée, alors qu'elle est évoquée depuis plus de 2 ans. Parallèlement, les opérations extérieures sont toujours sous-budgétisées à 450 millions d'euros, alors que nous savons qu'elles représenteront potentiellement un coût supérieur à 1 milliard. L'effet de ciseau est là. Il manque près de 3 milliards d'euros à notre défense pour la seule année 2015. La sonnette d'alarme avait été tirée par le Sénat en décembre dernier par la Commission des finances et la Commission des affaires étrangères. Lors du dernier projet de loi de finances, le compte n'y était pas et cela a conduit le Sénat à rejeter les crédits de la mission Défense. Aujourd'hui, nous craignons de très fortes tensions dans le financement de la défense nationale dès le mois de septembre. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la France est la première puissance militaire de notre continent, contribuant à la sécurité européenne. L'urgence vous amène à conduire une politique au cas par cas. J'en veux pour preuve l'article 50A du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui entend créer des sociétés de projet, dont la finalité serait de doter notre outil de défense en matériel par crédit bail, en passant par un montage juridique discutable. Le calendrier étant contraint, la mise en place des sociétés de projet et la réalisation des opérations financières devraient se réaliser en quelques semaines. N'est-ce pas déjà un peu tard? À quelle échéance et pour quelle part de capitaux privés intégrerait-elle ou intégrerait-il ces capitaux, ces sociétés? Quelles sont les implications en matière de disponibilité de matériel et quelles sont les incidences juridiques? Le ministère de l'Économie et des Finances évoquerait même une troisième piste financière différente des sociétés de projet et des cessions de bandes hertziennes. Autant de flou a convaincu la Commission de supprimer l'article 50A. Vous comprendrez que nous serions tout à fait intéressés par de plus amples informations à ce sujet. Il apparaît clairement que le gouvernement cherche de nouvelles sources de financement, y compris des recettes de trésorerie. L'addition est lourde. Vos efforts, Monsieur le ministre, suffiront-ils à régler cette addition? Alors que notre pays fait face à de nouvelles menaces et que notre armée conduit de nouvelles missions, cela implique que nous soyons en capacité de financer ces missions. Sans proposition budgétaire pour l'heure, nous sommes et nous restons inquiets. Le second défi pose la question de la stratégie de défense. Lors de la prise de décision d'intervenir militairement, est-il responsable de faire le premier pas si nous ne sommes pas en capacité d'en financer le dernier? 8 500 militaires sont actuellement engagés sur des opérations extérieures, à la fois dans les milieux terrestres, navals et aériens. Nous avons notamment des opérations aériennes en Irak et des interventions au sol en Centrafrique et au Mali. Le rôle de la France est primordial, d'autant plus qu'aucun pays européen s'investit autant. Pourtant, c'est pour la sécurité de tous que nous intervenons. De plus, la menace terroriste a durement frappé notre pays en janvier. Elle conduit au déploiement d'une très vaste opération intérieure, l'opération Sentinelle, qui mobilise près de 10 000 personnes. Nous partageons, Monsieur le Ministre, le choix de maintenir un niveau élevé sur la scène internationale, mais tout en garantissant la protection de nos concitoyens. La conjonction de ces deux engagements est simple. Nous avons besoin d'hommes, nous avons besoin de matériel et de financement. En l'état actuel, la LPM n'est pas en phase avec cette politique. Les dépenses augmentent en l'absence de financement. Il ne reste que deux alternatives selon nous. Soit nous limitons nos interventions extérieures en recentrant nos forces, soit nous accroissons les moyens mis à la disposition de notre défense en trouvant les financements. Concernant la multiplication de nos interventions à l'extérieur, le président de la République donne l'impression de prendre des décisions parfois hâtives. Sa politique d'agir au coup par coup fragilise l'équilibre technique et financier voté par le Parlement. Or, prendre de la hauteur sur le plan stratégique nécessite forcément du temps. Nos forces armées sont surexposées en danger, nos militaires assurent la défense de notre nation dans un contexte complexe. À trop mobiliser nos troupes sans contrepartie professionnelle, les risques sont de fragiliser notre outil de défense et l'engagement du monde combattant. À ce titre, nous avons le devoir de veiller à assurer un meilleur traitement de la situation de nos militaires, notamment en corrigeant les ravages qui ont été causés par le logiciel Lovois et en prenant en considération les carrières contrariées par la déflation des effectifs. Vous aviez déclaré, Monsieur le Ministre, lors de votre audition par notre Commission des Affaires étrangères, que la révision de la LPM devrait mettre fin au cycle de la réduction des effectifs. Pouvez-vous nous le confirmer? Lors du prochain Conseil de défense, vous présenterez vos décisions. Sur quel choix ferez-vous de nouvelles propositions
permettant de redéfinir la question de nos effectifs. Nous avions prévu une baisse régulière au rythme de 7 000 par an. Compte tenu du contexte, ce choix évoluera-t-il et comment? La LPM prévoit des efforts d'économie significatifs sur la masse salariale ainsi que sur le coût de structure. Seront-elles possibles si les interventions extérieures se multiplient, impliquant des charges salariales et des investissements toujours plus importants? La rectification de la LPM se profile et conduira ou pas à trancher entre deux conceptions de la défense de notre pays. Soit une défense essentiellement recentrée sur notre sol et nos besoins les plus immédiats, en respectant la trajectoire initiale financière, ou bien par le financement d'une défense plus ambitieuse à l'échelle mondiale, mais soutenue par l'Europe. Si notre pays doit être le bouclier, avec le Royaume-Uni, de l'ensemble du continent européen, il semble impératif que nous poursuivions un dialogue avec le Conseil, la Commission et le Parlement européen afin d'obtenir un soutien financier qui fait cruellement défaut. Est-on en capacité, Monsieur le ministre, de convaincre les États membres de l'Union à participer au soutien de notre engagement militaire? Sans cela, nous serons contraints de recentrer nos efforts. Pour que nos interventions portent, il faut que nous soyons aptes à les mener jusqu'au bout. Rappelons que Colin Powell voulait dissuader le président Bush à intervenir en Irak et que le président Chirac avait pris la sage décision de ne pas suivre l'injonction américaine. En effet, devons-nous être un petit contributeur aux côtés des États-Unis? Il appartient aux États-Unis d'assumer leurs responsabilités en Irak. Il faut conclure, mon cher collègue. En suremployant l'armée française, nous risquons de l'épuiser sans même en tirer le moindre bénéfice politique. Vous le savez bien, il n'y a d'intérêt stratégique que si notre influence sur la sortie du conflit est réelle et si les bénéfices en sont concrets. Nous ne devons pas mobiliser toutes nos forces militaires, d'autant plus que rien ne nous permet d'affirmer qu'il n'y a pas d'autres dangers qui nous attendent. Avec les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères, vous avez une écoute attentive, Monsieur le Ministre, je tiens à le souligner. Nous avons su vous suivre à l'unanimité dans l'intérêt de l'unité nationale. Il ne faudrait cependant pas surestimer notre capacité à tout entreprendre sans en avoir réellement ni l'envie, ni les moyens, ni les soutiens. Car si l'argent c'est le nerf de la guerre, la détermination seule ne suffit pas quand les recettes font défaut. À trop entreprendre, nous diluons nos capacités et perdons en efficacité. Fidèle à ses convictions, le groupe UDI approuve toute action qui contribue à soutenir l'armée française. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jacques Gautier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, la France est présente sur de nombreux théâtres extérieurs où nos militaires font preuve de leur professionnalisme, de leur engagement pour la France, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Depuis les attentats de début janvier, notre défense se déroule aussi sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle qui s'inscrit par la volonté du Président de la République dans la durée et certainement jusqu'au présidentiel de 2017. Comme toujours, la défense a répondu présent en mobilisant plus de 10 000 hommes en 3 jours pour assurer la sécurité des lieux de culte, d'écoles, de points sensibles, et il faut saluer cette réactivité due à l'expérience de la projection. Dès le 11 mars, à la suite du Président de la République, vous dressiez, Monsieur le Ministre, le constat de la montée en puissance des menaces, y compris sur le sol national, et vous évoquiez l'incursion soudaine, mais à aucun doute durable, de cette menace terroriste dans l'environnement sud de l'Europe et jusqu'au cœur de nos sociétés. Cette aggravation des attentats et attaques terroristes en Tunisie, au Sahel, au Nigeria, en Libye, en Irak, en Syrie, mobilise déjà nos forces armées dans la durée. Mais il est clair, Monsieur le Ministre, qu'en additionnant opérations extérieures, forces de souveraineté et de présence et opérations Sentinelle, nous avons explosé les capacités de notre armée. Ce qu'il était possible de faire quelques semaines dans le cadre de Vigipirate attentat ne l'est plus dans la durée. Le Président de la République et vous-même en avez tiré les conclusions et une réduction de la déflation a été engagée. On parle du maintien de 18 000 hommes sur les 24 000 qui auraient dû être supprimés sur les 3 années en cours et on ne peut que s'en féliciter. Mais tout cela a un prix. Cela pourrait représenter plus de 600 millions d'euros en année pleine et près d'1,3 milliard sur le triennal. Or, les économies permises par la déflation des effectifs ont déjà été prises en compte dans le budget de la défense, calibré au plus juste. Autant le dire haut et fort à cette tribune, il n'est pas question que Bercy, encore une fois,
utilise un stratagème comptable pour priver votre ministère, Monsieur le ministre, d'un complément de crédit budgétaire indispensable. Si la sécurité des Français est votre priorité, elle nécessite un effort de la nation en faveur de la défense et de l'intérieur. Il ne saurait y avoir de reprise économique, de recul de chômage, d'avancée sociale, de culture ou de développement durable sans la sécurité de tous les Français. Nous savons que l'engagement des forces doit s'exercer sur notre territoire national, mais aussi loin des frontières, pour empêcher la pieuvre djihadiste de Daesh de déstabiliser les régions entières et de projeter vers l'Europe des terroristes, notamment avec le retour des combattants étrangers formés au Yémen, au Sahel ou au Levant. Dans 3 mois, Monsieur le ministre, vous présenterez l'actualisation de la LPM, devenue indispensable compte tenu de ces menaces. Vous indiquez 5 grandes réorientations pour cette actualisation. Premièrement, revoir la trajectoire des effectifs et intégrer dans le nouvel modèle d'armée ce que le général Bousser vous a présenté, qu'il appelle « au contact ». J'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas sur ce point. Des crédits nouveaux et complémentaires devront être affectés à cette priorité. Deuxièmement, vous souhaitez accentuer un certain nombre de priorités fixées en 2013. Nous y sommes favorables. Vous indiquez des moyens de renseignement techniques et humains, le volet cyber de notre stratégie et l'importance des forces spéciales. À ce sujet, avec le président Larcher et Daniel Reyner, dans notre rapport, nous avons montré que la montée en puissance de 3 à 4 000 hommes du COS ne suffisait pas sans un accompagnement des équipements individuels et collectifs. Il faut donc consacrer un budget supplémentaire, même réduit, pour doter en urgence nos forces spéciales des matériels dont elles ont besoin. De même, et en plus cela ne coûte rien, il faut simplifier les procédures, toujours trop longues, trop administratives, pour l'homogénéisation ou l'homologation des équipements et matériels des forces spéciales. La fourniture de ces matériels limités en nombre devrait bénéficier de procédures simplifiées du Code des marchés publics. On pourrait d'ailleurs trouver la solution en faisant un abondement de d'une dizaine de millions d'euros, des sommes ridicules dont le COS dispose pour la préparation et l'équipement des forces. Vous évoquez l'effort réalisé dans le domaine de l'ISR, avec le 3e Reaper, la commande de 3 autres, le lancement d'études pour le futur drone européen 2025 avec l'Allemagne et l'Italie. Des crédits doivent être affectés à cette recherche et développement. Les industriels les attendent. À ce sujet, il serait temps que le ministère de l'Intérieur comprenne l'importance des drones pouvant être utilisés au-dessus du territoire national. Ce type de matériel existe sur étagère. Beauvau doit maintenant les acquérir. 3e axe d'effort que vous évoquez, les équipements majeurs de nos forces et la confortation de notre politique industrielle. Je ne peux que m'en réjouir et vous me permettrez, Monsieur le ministre, de saluer votre engagement personnel à l'international pour l'exportation de nos matériels militaires. 4e axe de travail est un défi à lui tout seul. Je vous cite encore, crédibiliser et sanctuariser les ressources financières nécessaires à la LPM. Dès fin 2014, cela a été dit, il vous a fallu réinventer les sociétés de projet pour pallier l'absence des 2,2 milliards d'euros de ressources exceptionnelles. Et vous savez bien que cela devrait être encore le cas en 2016 et en 2017, d'autant que Bercy, au travers du triennal et de la loi de finances 2015, a rajouté 1,8 milliard d'euros REX sur cette période en remplacement de vrais crédits budgétaires. Et, Monsieur le ministre, Bercy va encore vous faire le coup de la moindre inflation, de la baisse des prix du carburant, du report de versement d'économies ou de la vente de Rafale ou de Fremm. Ceci n'est pas acceptable. Nos armées, pas simplement l'armée de terre, mais aussi l'armée de l'air et la marine, sont en surchauffe. On ne peut ni réduire leur effectif, ni toucher aux crédits d'entraînement déjà insuffisants, ni faire des économies dans la MCO sinistrée. Le remplacement de nos équipements ne peut plus attendre. Nous sommes arrivés, vous le savez, au bout du bout. Les armées ont besoin au minimum de 3 milliards d'euros supplémentaires sur les 3 ans, faute de quoi l'édifice de la LPM s'écroulera. Compte tenu du temps qui passe, je n'ai pas le temps d'évoquer le SMA, la réserve opérationnelle, le droit d'association, mais je voudrais évoquer la nécessité pour les pays européens de développer la coopération et la mutualisation, notamment sur le plan opérationnel. À Riga, vous avez plaidé dans ce sens. Il faudra enfoncer le clou en juin prochain. L'Union européenne ne doit pas avoir peur d'affirmer son sens stratégique, y compris de matière budgétaire.
La règle des 3% doit être modulée en tenant compte d'une partie des dépenses militaires. Par exemple, le coût des opérations extérieures, celui des investissements pour la défense, pourrait être exclu du calcul de la Commission européenne. Vous l'avez compris, Monsieur le ministre, nous sommes à vos côtés pour l'actualisation de la LPM. Mais au-delà de ces déclarations et des engagements, il est nécessaire d'intégrer, dès ce rendez-vous, les moyens budgétaires complémentaires qui font défaut à nos armées. Cela nécessitera un engagement total du Président de la République, chef de nos armées et responsable de la sécurité des Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gauthier. La parole est à notre collègue Daniel Reiner pour le groupe socialiste. C'est la deuxième version du même discours. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, du 11 septembre 2001 aux derniers attentats de Sanaa, du Waziristan au Mali, en passant par le Levant, en tout lieu, en tout temps maintenant, le terrorisme frappe et fait fi des frontières. Nous l'avons subi, hélas, sur notre territoire lors des attentats de janvier qui ont endeuillé la nation et révélé aussi sa capacité de résilience. Les décisions alors ont été prises pour renforcer la sécurité de nos concitoyens. Hélas pour nous, cette menace n'est pas une surprise. Les livres blancs de 2008 et de 2013 évoquaient ces risques. En revanche, l'acuité de ce problème et la nécessité de protéger nos concitoyens imposent d'anticiper l'actualisation de la loi de programmation militaire que nous avions sagement inscrit dans son article 6 et à réaliser avant fin 2015. Je constate que le groupe UMP a souhaité anticiper l'anticipation en demandant ce débat. Vous nous annonciez dès janvier, en effet, en commission des Affaires étrangères et de la Défense, Monsieur le ministre, je cite, « l'actualisation interviendra avant l'été afin d'adapter notre analyse, nos contrats opérationnels et notre réponse capacitaire au nouveau contexte ». J'aborderai principalement, pour faire court, la question des effectifs seulement et celle de la sanctuarisation budgétaire. Deux questions évidemment liées et cruciales pour l'avenir de notre sécurité. Les effectifs. Le livre blanc de 2013 énonçait ceci. L'engagement des armées en renfort des forces de sécurité intérieure et de sécurité civile en cas de crise majeure pourra impliquer jusqu'à 10 000 hommes des forces terrestres. Pour rappel, l'opération Sentinelle prévoit le déploiement de plus de 10 000 militaires, pas seulement des forces terrestres d'ailleurs, afin de protéger près de 700 sites en France, métropolitaine et outre-mer. Cette opération s'ajoute aux OPEX où plus de 10 000 hommes sont actuellement engagés. On voit là l'imbrication des sécurités extérieures et intérieures, clairement établie par les livres blancs de 2008 et de 2013, et on sait qu'en 2008, cela n'allait pas totalement de soi. Elle justifie en tout point la nécessité de continuer à lutter contre le terrorisme à l'extérieur, car c'est de ce continuum complexe que naissent les risques d'attentats sur nos territoires. Dès lors, il devient impossible d'envisager de baisser la garde à l'extérieur pour se recroqueviller, si l'on peut dire, sur la seule protection de notre territoire national. D'ailleurs, dès la mise en place de l'opération Sentinelle, le président de la République a pris la mesure de cette tension sur les effectifs en annulant la suppression de 7 500 postes, décidant ainsi de ralentir la tendance baissière des effectifs. Il a depuis lors autorisé l'armée de terre à augmenter ses effectifs jusqu'en 2017 à hauteur de 11 000 hommes. Cette revue nouvelle des effectifs, ainsi qu'une montée en puissance des composantes renseignement, cyberdéfense et, on l'oublie trop souvent, la réserve opérationnelle, permettront aux armées françaises d'honorer les contrats opérationnels qui s'imposent tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais je rappelle ici, il faut quand même s'en souvenir, que le livre blanc de 2008 avait programmé 54 000 suppressions d'emplois, que celui de 2013 n'en prévoyait que 24 000 et qu'au final, au vu du contexte, ce sera évidemment beaucoup moins. Cette décision aura, Jacques Gauthier vient de le dire, bien évidemment des conséquences budgétaires.
Il s'agira de les évaluer dans l'actualisation, mais la sécurité de nos concitoyens sur le territoire national comme à l'extérieur impose cet effort supplémentaire. Subsiste donc la nécessité de lever le verrou budgétaire qui pèse telle une épée de Damoclès au-dessus de nos armées. Nous devons éviter des errements que d'autres lois précédentes de programmation ont connus. Deux éléments devraient permettre aujourd'hui de sanctuariser, selon la volonté du Président, le budget à court terme. Le premier, et c'est un motif de satisfaction, concerne nos premiers succès à l'exportation. Monsieur le ministre, vous en avez pris votre part, notamment, outre le marché du Liban, la fourniture d'équipements majeurs à l'Égypte. Vous avez rappelé au cours de votre dernière conférence de presse que la LPM reposait sur la réussite de contrats d'exportation. L'un d'eux concernait l'avion de combat Rafale. Or, la vente de 24 appareils à l'Égypte va permettre de respecter à la fois la cible de la LPM en fourniture de Rafale aux forces aériennes, tout en maintenant l'activité des chaînes de montage à hauteur de l'engagement ancien de l'État, dont nous avons hérité, vis-à-vis de l'entreprise. Si nous concluons d'autres contrats, l'étau, naturellement, se desserrera d'autant et nous pourrons affecter d'autant mieux les moyens nécessaires aux autres forces. Et j'en viens maintenant au second élément, qui est le point qui fait débat entre nous en ce moment. C'est évidemment la question des sociétés de projet. Dès 2012, le budget de la défense a été sanctuarisé à 31,4 milliards d'euros. Et ce n'était pas si simple. Depuis, nous avons, bon an, mal an, réussi à respecter la trajectoire fixée par la loi de programmation militaire. Donc je conteste le moins 1 milliard annoncé tout à l'heure, ici même. Nous avons respecté la trajectoire fixée par la loi de programmation militaire. La contraction des crédits budgétaires de défense ayant été compensée par un recours accru aux recettes exceptionnelles, la construction budgétaire cette année, évidemment, repose sur plus de 2 milliards d'euros de recettes exceptionnelles. En l'absence de ces crédits, votre ministère n'a pas trouvé d'autre alternative que la création de sociétés de projet. Cette question sera débattue ici même dans les semaines qui viennent, dans le cadre de la loi pour la croissance et l'activité. Lever les obstacles juridiques pour pouvoir créer ces sociétés. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ces sociétés soient fort utiles par la suite, mobilisant alors des capitaux privés et pour répondre à une demande à la fois à la demande des industriels et de pays potentiellement importateurs. Cette décision a été prise et arbitrée au plus haut niveau de l'État et les moyens nécessaires seront affectés dans le cadre de l'article 3 de la loi de programmation militaire. Nous avions prévu que des ressources qui manqueraient seraient intégralement compensées par d'autres recettes exceptionnelles, parmi lesquelles des produits de cession additionnelle de participation d'entreprises publiques. À présent, et pour conclure, je vais vous livrer le fond de ma pensée. Au moment même où nous connaissons des difficultés, et ce depuis quelque temps déjà, à trouver des recettes pour équilibrer le budget de la défense, chacun s'accorde sur la gravité des menaces, sur tous les bancs, et sur la nécessité impérieuse pour ce gouvernement d'assurer la protection de nos concitoyens. Le caractère aléatoire des recettes exceptionnelles contraste notablement avec cette impérieuse nécessité. L'année prochaine, nous serons confrontés une fois de plus à ce caractère aléatoire et incertain. Et il en sera peut-être de même en 2017. Certes, il y a toujours eu des recettes exceptionnelles dans les LPM. Et les produits de cession immobilière ont bon an mal an permis d'abonder pour partie cette ligne. Le programme d'investissement d'avenir, auquel la Défense a eu recours l'an passé en respectant bien la lettre et l'esprit de ce programme, et ce, en faisant bénéficier le CEA et le CNES, l'a également permis. Mais nous le savons tous ici, la cession de fréquences hertziennes a peu de chances d'être réalisée cette année. Il devient évident que ce caractère aléatoire de ces recettes exceptionnelles, tant sur leur montant que sur leur calendrier, ne peut plus convenir à un budget sanctuarisé comme celui de la défense. En conséquence, la simple logique voudrait que le budget de la défense soit abondé uniquement par des crédits budgétaires, des crédits sûrs, tant en valeur qu'en délai. Je crois savoir qu'une réflexion sur ce sujet est en cours, y compris au ministère de l'économie et des finances. Je propose de passer aux actes dès 2016 et de réorienter les recettes exceptionnelles vers d'autres budgets
qui pourraient éventuellement supporter le caractère plus aléatoire. Il n'est plus temps de se perdre à longueur de temps, dans de longs débats et d'argusties budgétaires. Le sujet est trop grave et cela finit par nuire à la sérénité nécessaire au fonctionnement de l'ensemble de notre appareil de défense institutionnel, militaire et industriel. Nous sommes confrontés à des défis sans précédent. Soyons à la hauteur. Notre sécurité collective l'exige. Merci, Monsieur Reiner. La parole est maintenant à notre collègue, Madame Leïla Aïchi, pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, mes chers collègues. Alors que nous débattions la semaine dernière de la diplomatie française, nous discutons aujourd'hui de la révision de la loi de programmation militaire 2014-2019 qui aura lieu courant juin. Avant toute chose, je tenais à saluer l'engagement hors norme de nos soldats ces derniers mois. Dans un contexte particulièrement difficile, ils ont contribué de manière substantielle à la solidarité et à la cohésion sociale. Mais force est de constater que l'évolution de la situation internationale, d'une part, avec des opérations extérieures toujours plus nombreuses depuis 2 ans, et le plan Vigipirate maintenu à son niveau maximum depuis le début janvier, d'autre part, oblige le ministère de la Défense à réajuster les trajectoires définies il y a maintenant presque 2 ans. Vous avez vous-même, Monsieur le Ministre, déclaré il y a peu devant notre commission que les déploiements actuels se situaient déjà à un niveau légèrement supérieur au contrat opérationnel défini en 2013. Il y a donc urgence. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion en profondeur sur les priorités diplomatiques de la France. Avons-nous toujours les moyens d'intervenir à la fois en Afrique et au Moyen-Orient ? La question de la soutenabilité de la multiplication des engagements de la France à l'étranger se pose. Nous avions déjà largement attiré votre attention sur la faible provision OPEX pour 2015. Or, ces surcoûts ont un impact regrettable sur les crédits d'équipement ainsi que les moyens alloués à la formation et à la préparation opérationnelle des forces pourtant primordiales. Primordiales parce que les soldats doivent être la priorité. Ils sont au cœur de la vision écologique de la défense que nous portons. Je sais, Monsieur le Ministre, que c'est également votre souci et je connais votre engagement en la matière. La prévention des conflits et la gestion des crises passent avant toute chose par l'humain. En effet, les difficultés croissantes d'accès aux ressources, difficultés dues à des raisons climatiques mais aussi anthropiques, sont déjà responsables d'une montée des tensions qui va croissante. Ces tensions, à l'échelle d'un village, d'une région, d'un pays, voire de plusieurs pays, seront des facteurs de déstabilisation majeurs dans les années à venir et c'est pourquoi les missions des forces armées doivent être repensées. Le dérèglement climatique, Monsieur le Ministre, n'est pas un simple effet multiplicateur, mais un risque stratégique à part entière. Les hommes sont indispensables pour répondre à ces défis. Alors que les annonces de début d'année sur les 7 500 postes qui seront conservés répondent à un contexte particulier à court terme. Il est temps de revoir de manière globale la logique de déflation des effectifs qui a donné depuis de nombreuses années. Plus encore, la réévaluation de la loi de programmation militaire doit impérativement s'inscrire dans une réflexion au niveau européen. Les difficultés du ministère de la Défense à trouver des recettes exceptionnelles afin de boucler son budget doivent nous pousser à réfléchir en dehors du cadre national. Récemment encore, les sociétés de projet ont relancé le débat. Honnêtement, comme vous pouvez l'imaginer, Monsieur le Ministre, les écologistes s'interrogent sur l'opportunité d'une privatisation du matériel opérationnel. Face à ces difficultés, nous devons reconsidérer l'opportunité d'une mutualisation au niveau européen. En effet, il serait alors possible de répondre aux besoins des uns et des autres tout en mutualisant les coûts. Nous ne pouvons plus nous restreindre à une approche franco-française. À titre d'exemple, et alors que le développement de la cyberdéfense et des moyens alloués au renseignement apparaissent comme 2 priorités majeures de la LPM, nous devons appréhender ces nouveaux enjeux dans le cadre européen. D'une part, la capacité à gérer au mieux l'intégrité du cyberespace français passe par une défense concertée à l'échelle de l'Union européenne, notamment parce qu'une grande partie des normes en matière de systèmes d'information relèvent de la compétence communautaire. D'autre part,
L'utilisation croissante de drones en matière de renseignement devrait être accompagnée de l'élaboration d'une doctrine d'emploi ainsi que du développement d'une position européenne commune. Au-delà du seul aspect capacitaire, face aux menaces transnationales d'aujourd'hui, dérèglements climatiques, terrorisme, instabilité régionale, menaces de la faiblesse, menaces de la force, il est indispensable d'adapter notre approche stratégique. Enfin, pour revenir à l'échelon national, je souhaiterais dire quelques mots pour conclure sur le renforcement du lien armée-nation. Je voulais tout particulièrement porter à votre attention le programme Unis pour faire face, lancé par le chef d'état-major de l'armée de l'air et qui permet à des aviateurs en formation de parrainer des jeunes en difficulté scolaire et de leur transmettre le goût de l'aéronautique et ses valeurs. Il s'agit là d'une réelle chance pour ces jeunes qui, au travers de quelques heures par semaine, en parallèle de leurs cours, ont la possibilité de découvrir et d'apprendre en dehors du cadre scolaire. Les premiers retours montrent un effet d'entraînement et l'impact positif sur les études s'en ressentent très nettement. C'est ce genre d'initiative que nous devons financer et encourager, Monsieur le Ministre, puisque ce sont elles qui contribuent au quotidien au renforcement du lien entre l'armée et les citoyens, lien ô combien important aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant de notre collègue Madame Michèle de Messide pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. 2 mois après les attentats dans la région parisienne qui ont coûté la vie à 17 personnes du 7 au 9 janvier, tout le monde a pris conscience du fait que la menace terroriste contre notre pays était une donnée majeure et durable dans la réflexion sur les moyens qu'il faut consacrer à notre défense. Parallèlement, ces événements ont relancé le débat public sur le coût de la sécurité du pays. Dans la perspective de l'actualisation de la loi de programmation militaire, dont vous avez, à juste raison, Monsieur le Ministre, avancé la présentation au Parlement en fonction des événements que nous avons connus, le débat de cet après-midi, dû à l'initiative de nos collègues de l'UMP, est donc tout à fait opportun et nécessaire. Pour ma part et pour l'instant, l'expérience de ces derniers mois m'incite à penser qu'il faut réexaminer la LPM sur au moins 2 points particuliers, mais qui ont un lien entre eux. Il s'agit d'une part de la décision de réduire les effectifs de nos armées de 26 000 postes d'ici 2019 et d'autre part des solutions envisagées d'ici le mois de juillet pour faire face aux 3 milliards qui, selon le président de notre commission, manqueraient pour garantir, comme s'y est engagé le président de la République, les 31,4 milliards prévus dans la LPM. L'un des enseignements à tirer des attentats du mois de janvier est en effet que l'objectif de réduction inconsidérée des effectifs était une profonde erreur, due sûrement à une vision étroitement comptable des choses. Il faut admettre aujourd'hui que ce format d'armée, qui résulte d'une réduction dont la justification était de faire des économies au profit des équipements, ne permet pas de répondre à une situation de crise imprévue. En ne comptant que les seules opérations en Irak, dans la bande sahélo-saharienne ou en République centrafricaine, c'est la première fois que notre pays a pratiquement autant de soldats engagés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le président de la République a donc eu raison de considérer que la lutte contre le terrorisme djihadiste ne se déroulait pas uniquement sur les théâtres d'opérations extérieures, mais pour combattre ce fléau, il fallait aussi assurer la protection de nos concitoyens sur les territoires nationaux. Le livre blanc de 2013 prévoyait bien que 10 000 soldats puissent être déployés pour une mission de protection du territoire, mais il n'en avait pas précisé la durée. Or, avec l'opération Sentinelle, ce sont 10 500 hommes qui sont déployés en permanence depuis plus de 2 mois. Tous les chefs d'état-major l'ont dit avec force. Chacune des 3 armées est aujourd'hui engagée au maximum de ses capacités et ne peut tenir ce rythme dans la durée. Car cela s'est fait au prix de l'annulation de permissions,
de la prolongation de certaines opérations extérieures, de l'annulation d'exercices et de formations et, plus grave encore, du raccourcissement des préparations opérationnelles. Autant dire qu'il n'est pas acceptable que pour remplir la mission particulière de protection de nos concitoyens, nos armées sont conduites à réduire leur capacité future à combattre. En conséquence, le Président de la République, pour assurer cette mission dans de bonnes conditions, sans réduire la capacité de nos armées, a pris la décision de moins diminuer les effectifs qu'il n'était prévu, puisqu'on parle de réduction inférieure de 30% au projet initial. Je vous demanderai donc, Monsieur le Ministre, de nous préciser comment, dans la LPM, envisagez-vous d'appliquer cette décision qui a bien sûr un coût budgétaire. Ma seconde préoccupation tient au mode de financement des engagements prévus par la LPM et aux solutions que vous proposez, en particulier pour remplacer des recettes exceptionnelles qui feront défaut. Je veux évidemment parler de la question de la mise en place des sociétés de projet, sur laquelle, malgré votre volonté de les voir aboutir et les éclaircissements que vous avez récemment apportés, pèsent encore beaucoup d'incertitudes. Je voudrais d'abord vous dire que sur la méthode, il est regrettable que ce sujet fondamental pour l'équilibre et la sincérité de la LPM soit abordé et peut-être même réglé avant même la discussion de celle-ci, au détour d'un article d'une loi fourre-tout sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. J'ai bien compris qu'il y avait urgence et qu'il fallait impérativement trouver une solution d'ici le mois de juillet. Mais précisément, le flou qui entoure encore cette question, les réticences du ministre des Finances, qui, semble-t-il, cherche une autre solution, ne sont pas de nature à nous rassurer et pourraient même nous faire craindre que vous n'agissiez dans la précipitation. Et puis, je ne suis pas persuadée que nous aurons dans 15 jours plus d'éléments en main pour nous prononcer en toute connaissance de cause. Dans les médias, je suis très partagée sur la solution que vous avancez. L'une de mes principales interrogations porte sur le fait que les sociétés que vous voulez créer n'assureraient pas, évidemment, de recettes pérennes. En ce sens, elles ne traduisent pas une vision à long terme du financement de nos équipements militaires. Je n'irai peut-être pas jusqu'à employer les mots de cavalerie budgétaire, un peu employés ces derniers temps, mais néanmoins, je pense que le montage financier qui est prévu a pour seule vertu illusoire d'engranger rapidement, en une fois la première année, les sommes qui nous font défaut. Ces sociétés ne seraient d'ailleurs pas non plus sans risque pour l'État sur le plan financier, si l'on considère que cette expérience du leasing en Grande-Bretagne a été plutôt négative en termes de coût et d'efficacité. Monsieur le ministre, dans l'intérêt de ce débat de contrôle parlementaire, j'espère que vous nous apporterez les éclaircissements nécessaires sur vos intentions et que vous nous préciserez les points sur lesquels vous nous proposerez une réactualisation de la loi de programmation militaire. Merci. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à notre collègue Philippe Esnol du groupe du Rassemblement démocratique social et européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, le 3 décembre dernier, je me tenais devant vous dans le cadre de l'examen des crédits de la mission Défense et tentais de déterminer si le budget pour 2015 donnait à notre pays les moyens d'assurer sa défense, à savoir garantir l'intégrité de son territoire et la protection de sa population, mais aussi contribuer à lutter contre toutes les menaces susceptibles de mettre à mal la sécurité nationale eu égard au tumulte du monde actuel. Les priorités définies dans la loi de programmation militaire 2014-2019 étant respectées et le budget défense étant sanctuarisé, j'en concluais, sous quelques réserves, que oui, la part du budget consacrée à l'effort de défense était significative. Depuis, il y a eu le 7, le 8 et le 9 janvier 2015. La France et les Français ont été touchés au cœur. Les hommages sont multipliés, en particulier des chefs d'État européens. Depuis, il y a eu aussi les attentats de Copenhague, le 14 février, et du Bardo, le 18 mars dernier, qui sont venus allonger la liste des victimes, y compris françaises, du terrorisme djihadiste. J'ai pour eux aussi, bien évidemment, une pensée émue et je souhaiterais que s'arrête là la comptabilité macabre. Toujours est-il que quelque chose a changé, que les menaces que l'on ne découvre pas, car elles avaient été identifiées dans la loi de programmation militaire 14-19, se sont concrétisées. Ces terribles événements, le niveau d'engagement de nos troupes sur les théâtres extérieurs, mais aussi désormais
leur exceptionnelle mobilisation sur notre sol dans le cadre de l'opération Sentinelle, Vigipirate, alerte attentat, ajouté au fait que la menace terroriste ne faiblit pas, pose aujourd'hui la question de sa révision. Révision non pas parce qu'elle n'était pas pertinente, mais parce que l'évolution de la situation rend nécessaire son actualisation. Les mesures récemment annoncées par le gouvernement vont, pour le groupe RDSE, incontestablement dans le bon sens. En effet, la loi de programmation militaire, inspirée du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, a été votée avec pour objectif de déterminer le montant et l'affectation des crédits budgétaires en matière de dépenses militaires jusqu'en 2019. Elle exigeait des armées, comme chacun d'entre nous ici le sait, des efforts considérables et prévoyait entre autres une réduction importante des effectifs à hauteur de 34 000 postes. Les attentats commis en début d'année nous ont tragiquement fait prendre conscience que pour la première fois depuis longtemps, nous avions aussi un ennemi sur notre propre sol. En l'espace de 3 jours, ce sont 10 000 militaires, soit l'effectif maximum, dont 6 000 en région parisienne, qui ont dû être déployés pour assurer la protection du territoire national, notamment des sites touristiques stratégiques et des sites confessionnels, en particulier juifs. Ce dispositif, toujours en vigueur, fait peser des contraintes très lourdes sur nos soldats. Ainsi, les préparations opérationnelles ont été réduites et les permissions supprimées. En l'état, nous ne disposons pas de marge de manœuvre en cas de nouvelle dégradation de la situation sécuritaire et devrons rapidement faire évoluer ce mode opératoire pour reprendre la préparation de nos forces et permettre la relève sur des théâtres extérieurs. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons qu'être d'accord avec la révision de la trajectoire des effectifs que vous proposez, Monsieur le Ministre, pour soutenir l'effort contre le terrorisme, ainsi qu'avec la décision de porter le nombre de réservistes à 40 000 contre 28 000 actuellement. Nous avions déjà accueilli positivement l'annonce faite par le Président de la République à l'occasion de ses vœux aux armées concernant la sauvegarde de 7 500 postes, afin que le plan Vigipirate normal puisse mobiliser 7 000 militaires et non 1 000, comme c'était le cas jusqu'à présent. En outre, réfléchir à un nouveau modèle de l'armée de terre pour tenir compte des nouvelles missions qui lui sont attribuées, et notamment être en capacité de faire face au retour des ressortissants français partis faire le djihad en Syrie, nous apparaît tout à fait pertinent. Nous partageons également l'avis selon lequel l'autre enjeu de l'actualisation de la loi de programmation militaire est d'accentuer un certain nombre de priorités établies en 2013, en premier lieu desquelles figure le renseignement. L'examen prochain pour le Parlement d'un projet de loi sur le renseignement, la commande de nouveaux drones Reaper et la réalisation avec l'Allemagne d'un 3e satellite militaire d'observation sont encore là de bonnes nouvelles. De la même façon, les multiples cyberattaques dont nous avons récemment fait l'objet attestent, s'il en était besoin, de la nécessité de renforcer la cyberdéfense et de procéder à des recrutements, j'oserais dire massifs, de spécialistes en la matière. Enfin, l'annonce de la sanctuarisation des ressources financières dédiées à la défense recueille notre plein soutien, tant elle nous apparaît indispensable en la circonstance. Toutefois, le RDSE ne peut s'empêcher de s'interroger sur les modalités de financement et attend du gouvernement quelques éclairages. En effet, la part des recettes exceptionnelles dans le budget de la défense pour 2015 s'est encore accrue pour atteindre 2,3 milliards d'euros. Or, il est aujourd'hui établi que le produit de la cession des fréquences hertziennes, qui devait en constituer la majeure partie, ne sera pas disponible à temps. J'avais déjà eu l'occasion d'exposer notre scepticisme concernant la création de sociétés de projet qui n'ont, à nos yeux, rien d'une solution durable. Ce système de crédit bail permettant à ces sociétés d'acheter le matériel militaire, enfin ensuite d'en concéder un droit d'usage au ministère contre loyer, s'il peut avoir du sens appliqué à une entreprise capable de générer de la valeur ajoutée, compensant le coût de l'opération, se justifie mal s'agissant de l'État. Un pas supplémentaire vers la création de ces sociétés de projet avait été franchi avec l'adoption par nos collègues de l'Assemblée d'un amendement dans le cadre de l'examen du projet de loi dit Macron, mais celui-ci vient d'être supprimé par la commission spéciale du Sénat, laissant entière la question du financement de la défense. Pouvez-vous nous dire plus, Monsieur le Ministre, sur un éventuel plan B? Par ailleurs, la géopolitique comprend une grande part d'imprévisibilité. Cela rend relativement aléatoire le surcoût lié aux opérations extérieures, les OPEX. Pour cette année, ce seront 750 millions d'euros supplémentaires par rapport aux prévisions. Il faut ajouter que l'opération Sentinelle pourrait coûter environ 250 millions d'euros. Si la solidarité interministérielle va être activée, le ministère de la Défense sera néanmoins mis à contribution. Nous demandons à ce que l'équipement des forces ne serve pas de variable d'ajustement, car il a absolument besoin d'être modernisé. De surcroît, les hommes et les femmes qui composent notre armée, bien que toujours dévoués, sont attentifs à cet aspect qui conditionne non seulement leur efficacité sur le terrain, mais aussi leur sécurité. Enfin, malgré votre volontarisme, Monsieur le Ministre, s'agissant du renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union européenne en matière de défense,
Hélas, hormis la réalisation avec l'Allemagne d'un 3e satellite militaire que j'évoquais tout à l'heure, des résultats tangibles se font toujours attendre. Nous ne doutons en rien de votre détermination et vous avez d'ailleurs réaffirmé récemment avec force la nécessité du partage du fardeau. Pourtant, depuis plusieurs années, sous la pression de la crise économique, force est de constater que l'Europe désarme pendant que le monde entier réarme. La France, quant à elle, forte de sa puissance militaire, assume une charge dont une partie concerne des missions qui relèvent de l'intérêt de l'ensemble de l'Union. Si dans la situation exceptionnelle que nous connaissons, l'effort de défense doit être une priorité nationale, il doit être aussi désormais une priorité européenne. Entendez-nous bien, je ne suis pas en train d'appeler de mes vœux l'émergence d'une force commune européenne, mais je considère en revanche qu'une plus grande mutualisation des financements s'impose. Dans le cadre du prochain Conseil européen du mois de juin qui consacré aux questions de défense, nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, pour que la France joue un rôle proactif en ce sens. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est à notre collègue David Rachline pour 3 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Arrêtons de nous voiler la face. La loi de programmation militaire ne répond pas à une problématique d'évaluation stratégique de la menace que les différents livres blancs expertisent, mais à la seule logique budgétaire. Arrêtez de nous faire croire que les effectifs de nos armées sont adaptés à la menace. Quand vous avez des hommes qui enchaînent instantanément les opérations extérieures avec l'opération Sentinelle, quand vous avez des hommes des services qui, entre 2 missions de plusieurs mois, n'ont qu'une seule semaine de permission, quand vous avez une disponibilité des aéronefs plus que faible, de l'ordre de 10% par exemple pour les Atlantique 2 de patrouille maritime, quand vous avez une disponibilité technique opérationnelle des matériels de l'armée de terre à 60% alors que les objectifs sont de 80%, et quand vous envisagez de fermer le Val-de-Grâce, vitrine mondiale de notre service de santé des armées, ne nous dites pas que les effectifs et les matériels sont adaptés. Tout d'abord, le Val-de-Grâce, oui, c'est ce que j'ai dit, ça tombe très bien. Tout d'abord, la menace est extrêmement fluctuante et évolutive. J'en veux pour preuve que dans les 160 pages du livre blanc de 2013, livre blanc qui, sauf erreur de ma part, a conduit à la LPM 2014-2019, je n'ai trouvé qu'une seule fois mentionné l'Irak et jamais le mot islamiste, alors qu'aujourd'hui Daesh et Boko Haram sont identifiés comme un risque majeur pour notre pays et pour un certain nombre de pays amis. Alors bien sûr, ne me faites pas dire que l'exercice du livre blanc ne sert à rien, mais il faut prendre conscience que ce travail n'est pas suffisant et qu'il ne faut pas que notre outil de défense soit ajusté à la seule vision stratégique d'un livre blanc, mais que cet outil prenne en compte les capacités supérieures pour garder une liberté d'action qui, je le rappelle, est un des 3 principes de la guerre établis par le maréchal Foch. Alors on peut lire que vous allez augmenter les effectifs de l'armée de terre de 11 000 hommes. En fait, il s'agit évidemment juste d'une diminution de la diminution. En effet, en 2008, les effectifs étaient de 90 000. Alors certes, l'abaissement prévu à 66 000 dans le dernier livre blanc est revu à la baisse, mais cela reste une forte diminution par rapport à 2008. Je rappelle que c'est la Défense qui a supporté en 2014 60% des baisses d'effectifs de l'État. Or, la sécurité de notre pays est chaque jour menacée et les événements de janvier nous l'ont cruellement rappelé. Et comme je l'avais dénoncé précédemment, le budget que vous nous avez présenté il y a quelques mois sur la mission défense n'était pas sincère et il apparaît au grand jour que vous avez délibérément caché et au pire menti à la représentation nationale en présentant des chiffres que vous saviez pertinemment impossibles à atteindre. Alors le gouvernement cherche des artifices pour préserver tant soit peu le budget de votre ministère. Aujourd'hui, l'artifice trouvé s'appelle société de projet, mais malheureusement, un artifice reste un artifice et le fond de la question, celle de la préservation de notre outil de défense, reste entier. En réalité, vos choix stratégiques de défense sont malheureusement des choix budgétaires et ces choix budgétaires sont les choix de l'Union européenne. Monsieur le ministre, nous savons les efforts que vous faites et la passion qui vous anime en ce qui vous concerne personnellement pour préserver notre outil de défense. Malheureusement, cette passion n'est pas partagée par certains de vos collègues qui, eux, par exemple, comme le ministère des Finances et d'eux dont je voulais parler. Et surtout, cette passion n'est pas partagée par les technocrates bruxellois qui font la pluie et le beau temps sur les finances de la France. L'Europe, parlons-en, l'armée française est aujourd'hui la seule armée à protéger l'Europe. Alors, Monsieur le Ministre, soyez audacieux, soyez courageux, prélevez sur la contribution, par exemple, la contribution de la France au fonctionnement de l'Union européenne, les milliards nécessaires à notre défense. Nos 26 partenaires devraient comprendre, puisque nous assurons leur sécurité.
Je note que l'Allemagne, qui ne participe pas tellement aux opérations extérieures, vient d'augmenter de 8 millions d'euros son effort de défense, encore un domaine dans lequel nous allons être dépassés par les Allemands, peut-être pas immédiatement, mais demain certainement, car un outil de défense se construit dans la durée et malheureusement se détruit sur le très court terme. Je conclus, je vais vous redonner notre vision de la défense, notre vision de notre armée. Nous proposons le renforcement réel de nos effectifs militaires, la garantie de fournir à nos soldats des matériels de très haut niveau, comme notre industrie sait les fabriquer. Et à cet effet, nous sanctuariserons dans la Constitution et non dans une loi de programmation un effort de défense au moins égal à 2% du PIB. C'est le minimum que nous devons à nos compatriotes et à ceux d'entre eux qui assurent notre sécurité, parfois au prix de leur vie. Merci. La parole est maintenant au président Jean-Pierre Raffarin, président de la Commission de la Défense, des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le peuple français aime son armée. On l'a vu récemment avec force. Ce n'est pas un hasard. C'est lié à la qualité et notamment à la qualité des personnels. Ce qui est frappant dans l'armée que notre pays a réussi avec le temps à construire, c'est la qualité des chefs, mais c'est aussi la qualité des personnels. Et au fond, quand on regarde les récentes opérations qui ont été menées par les armées françaises, on peut constater qu'il y a une qualité d'intervention qui est au fond une fierté légitime du pays. Le pays aime son armée et le pays a besoin de sa défense. On voit bien aujourd'hui que les menaces augmentent tous les jours. Et dès qu'on règle un conflit, on voit que derrière apparaît une nouvelle menace. Ce qui se passe à Lausanne aujourd'hui peut être une satisfaction, mais derrière cette satisfaction, quelles seront les conséquences pour les équilibres de la région? On voit bien que ces menaces sont sans fin et qu'il nous faut protéger ainsi notre pays. Si, comme le disait Dominique de Legge, l'UMP a voulu, Monsieur le Ministre, organiser ce débat, c'est parce que nous pensons qu'il faut discuter dans un calendrier accéléré, comme vous le souhaitez, des questions financières. Nous ne voulons pas être otages d'une procédure budgétaire qui, au mois de juillet, nous dirait « nous sommes dans l'impossibilité de faire face à ce financement des 2,2 milliards dont la loi de programmation militaire a nécessairement besoin. » Et nous ne voulons pas être dans un débat de procédure qui serait gagné par les malins contre ceux qui ont la charge de protéger le pays. Et donc, en amont, nous disons qu'il faut poser les problèmes pour qu'on puisse essayer de trouver les solutions. Nous avons ces 2,2 milliards de ressources exceptionnelles à trouver. Et puis, nous voyons bien aussi que ce ne sont pas les mêmes sommes et ce ne sont pas les mêmes chapitres, mais nous voyons bien aussi qu'avec les OPEX et qu'au fond, au total, nos armées ont besoin de davantage de crédits. C'est pour dire à nos autorités, à notre gouvernement, au président de la République, chef des armées, qu'on ne peut pas attendre la fin du mois de juin pour dire à nos armées qu'il faudra faire une décision budgétaire en fin d'année ou au tout début de l'année prochaine pour couvrir en 2016 des dépenses de 2015. Nous pensons qu'il y aurait un risque de crise, car les chefs militaires se sont engagés devant leurs troupes, comme s'est engagé le Parlement, comme vous vous êtes engagés avec la loi de programmation militaire. Nous sommes tous collectivement engagés. Les troupes ont besoin que nous tenions notre parole et c'est pour ça que nous appelons les autorités à tenir les engagements. Les écrits qui nous ont été transmis à ce jour ne posent pas de problème, si ce n'est qu'ils sont insuffisamment précis. Les engagements sont pris. Non, les engagements sont pris.
Maintenant, il nous faut dire le comment. Mais les engagements sont pris, les 31,4 milliards seront tenus. C'est dit, ce que dit le chef de l'État n'est pas parole légère. Néanmoins, nous voulons savoir comment. Et nous nous méfions cependant d'un certain nombre de techniques budgétaires, puisque nous savons bien qu'il existe dans l'appareil d'État, et ce depuis un certain temps, j'ai quelques souvenirs où, en général, il y a un grand ministère, maintenant situé au bord de la Seine, qui, globalement, fait sa propre LPM, globalement à 2 milliards de moins que les autres, et qui, au total, essaie de ramener l'épure collective à l'épure à laquelle ils ont pensé. Nous ne souhaitons pas être dans cette situation. Nous n'apprécions pas qu'il y ait un certain nombre d'hésitations qui soient énoncées et qui finissent par porter atteinte à la crédibilité même de ce qui sera probablement la solution. Personnellement, je vous le dis, je sais que dans mon groupe, nous avons des débats, mais personnellement, je ne suis pas choqué par la procédure de société de projet. J'ai fait, en tant que Premier ministre, les partenariats publics-privés. Je sais qu'il y en a des bons, je sais qu'il y en a des mauvais, je sais qu'il y a des possibilités de faire en sorte que ça peut être utile. Il faut des protections, mais je pense que quelquefois des décisions d'intérêt national qui peuvent être avancées de 15 ou 20 ans, ça a un coût, mais ça a surtout un intérêt. Ce qu'il faut, c'est balancer le coût et l'intérêt, et de voir ce qui est possible de faire. En tout cas, ce qui est désagréable pour l'éthique d'État, c'est de laisser des responsables d'État critiquer une solution dont on sait que quelques semaines plus tard, ce sera la solution qui sera proposée au pays. Il nous faut, sur ce sujet, de la clarté et nous en manquons. Nous comptons sur vos efforts parce que, Monsieur le ministre, on doit reconnaître que vous n'avez jamais été ambigu sur la perspective, sur l'engagement et même sur la solution à proposer. Nous souhaitons donc qu'on puisse rapidement, comme ça a été dit par Dominique de Legge, comme ça a été redit ensuite par Jacques Gautier et Daniel Reiner, nous souhaitons qu'il y ait cette programmation militaire structurée telle que nous l'avons envisagée. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir si ce qui est reproché aux armées, ce n'est pas d'avoir une programmation. Car je vois bien, au fond, que dans l'appareil d'État, quand l'organisation financière se met en route, finalement l'annualité budgétaire, ça permet à celui qui a le couperet d'avoir le pouvoir année après année. Et qu'au fond, celui qui veut programmer, celui qui met du moyen terme, est quelqu'un de dangereux parce qu'il engage la vie de l'État sur des périodes un peu plus longues. On voit bien combien, dans notre pays et dans notre démocratie, on a du mal à intégrer les stratégies de moyen et de long terme, et c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir, car de ce point de vue-là, certains régimes autoritaires, en intégrant des dimensions de moyen terme et de long terme, se montrent parfois plus performants que nous avec ce processus d'annualité budgétaire dans lequel on nous empêche de programmer et de prévoir. Dans ce contexte-là, Monsieur le ministre, vous trouverez le Parlement à vos côtés pour boucler ces 31,4 milliards de l'année 2015 pour la LPM. Vous nous trouverez aussi à vos côtés sur les grandes orientations qui ont été prises. Je veux dire que le discours fait par le Président de la République pour conforter la dissuasion nucléaire va dans la bonne direction. Ça fait partie de notre consensus national pour lequel nous sommes tous attachés à cette dissuasion nucléaire. Il s'agit là de quelque chose qui dépasse nos courants politiques pour s'inscrire vraiment dans la défense de la France. De même que la priorité confirmée aux forces spéciales est un élément très important auquel nous sommes profondément attachés. Et enfin, la loi sur le renseignement, c'est un sujet très difficile, c'est un sujet qui s'impose à nous. Trouver le curseur entre sécurité et liberté, c'est évidemment très complexe, mais un texte qui se veut d'un côté de donner plus d'efficacité à nos services, et qui, de l'autre, donne aux citoyens des voies de recours pour faire appel quand ils s'estiment atteints dans ses libertés, je pense que là, nous sommes autour d'un équilibre acceptable pour la sécurité du pays.
Mais quand nous connaissons la situation de la France, avec des centaines de djihadistes, et en même temps plus de 2 millions de jeunes désœuvrés, sans qualification, sans capacité d'intégration souvent, qui risquent, au gré des circonstances et peut-être des événements, de se connecter à ces populations plus agitées encore, on se dit qu'il y a un risque majeur dans notre pays et que dans ce risque-là, le renseignement est une des forces importantes de notre stabilité. C'est pour ça, je crois qu'il est important que nous puissions améliorer le texte quand il nous sera proposé, c'est le rôle du Parlement, mais de faire en sorte que nous puissions donner à nos services les sécurités juridiques dont ils ont besoin et aux citoyens les protections qu'ils peuvent attendre. En ce qui concerne ce qui, aujourd'hui, nous implique directement, et notamment dans les jours prochains, avec la loi Macron sur cet article 50 que vous allez redéposer, Monsieur Delège l'a dit, nous sommes prêts à vous soutenir avec les orientations qui sont les vôtres, les réponses que vous nous apporterez, car nous ne voulons pas que le Parlement bloque une solution qui permettrait d'atteindre le financement de la loi de programmation militaire. C'est l'orientation que nous avons besoin, comme le Premier ministre le dit dans sa lettre, d'avoir une discussion avec vous. Nous comptons sur vos engagements, mais ce n'est pas d'eux dont nous doutons beaucoup. C'est de vos partenaires que vous connaissez bien de l'autre côté de la Seine. Enfin, je voudrais vous dire que je partage ce qui a été dit par Daniel Renner tout à l'heure et également par Jacques Gautier dans leur discours recto verso. Je voulais simplement signaler combien il nous faudra trouver des solutions moins aléatoires pour le financement de notre défense nationale. On voit bien aujourd'hui que la sécurité du pays est un élément fort de notre cohésion nationale. On voit bien que la fragilité d'un pays comme la nôtre, non seulement dans la sécurité des personnes, mais dans la sécurité des entreprises, dans le développement économique, dans les grandes infrastructures. On voit bien que la politique de défense est en train de devenir une des politiques centrales de notre pays, non seulement parce qu'elle apporte la sécurité des personnes, mais parce qu'elle touche à tous les enjeux nationaux. Regardez les secteurs sur lesquels la France aujourd'hui a des avancées technologiques. Regardez les secteurs sur lesquels la France a un grand respect international en matière industrielle. Souvent, vous trouvez nos industries de défense. Vous êtes à la fois au cœur des intérêts du pays, avec l'emploi, avec la création de valeur, en même temps que vous défendez le rôle des personnes et la liberté de ces personnes. Et aussi, pourquoi ne pas mêler les intérêts économiques avec ce qui est une valeur importante de notre société? Je suis persuadé que quand les Français demandent et rêvent quelquefois d'un retour au service national, ils ne rêvent pas forcément à ce qu'on refasse dans le passé ce qui serait inadapté aux circonstances présentes, mais c'est qu'ils ressentent bien que dans notre société aujourd'hui, il manque quelquefois d'autorité. Il nous faut de l'autorité. Il y a un moment, notamment dans l'adversité, où il faut savoir cesser les discours et être capable d'agir avec autorité. C'est l'image que donne notre défense, c'est l'image que donne la fonction régalienne. Et c'est pour ça qu'au-delà même du budget de la défense, c'est un équilibre, c'est une colonne vertébrale, c'est une articulation de notre corps social qu'il faut pouvoir défendre. Alors, Monsieur le Ministre, vous voyez que nous parlons de ces sujets avec passion, mais parce que nous savons que pour que la France soit forte, il faut que ceux qui ont la responsabilité de la défense puissent dire aux Français « n'ayez pas peur ». Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Gilbert Roger pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pourquoi l'organisation d'un tel débat à la demande du groupe UMP alors que ce même débat sera organisé au Parlement à l'occasion de l'actualisation de la loi de programmation militaire à la fin du mois de juin? Personne n'est dupe de cette démarche politicienne puisque, rappelons-le, les sénateurs UMP avaient tous voté contre la loi de programmation militaire adoptée le 10 décembre 2013 au Sénat, à l'exception de 8 d'entre eux,
dont plusieurs membres de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense, et dont je salue le courage. Conformément aux engagements du Président de la République, et malgré un contexte économique et budgétaire extrêmement difficile, l'actuelle loi de programmation militaire maintient l'effort consacré à la défense à un niveau significatif. Entre 2014 et 2019, les ressources du ministère de la Défense s'élèveront à 190 milliards d'euros courants. En sanctuarisant le budget de la défense nationale, le Président a fait le choix du maintien d'un niveau d'ambition élevé sur la scène internationale, à la hauteur des besoins et des responsabilités de notre pays. Il faut rappeler que peu de pays dans le monde peuvent, comme la France, se prévaloir d'une armée capable d'assumer 3 missions fondamentales: protection du territoire national et de la population, dissuasion nucléaire à 2 composantes et intervention sur les théâtres extérieurs. Depuis le précédent livre blanc de 2008, le contexte stratégique a connu des évolutions majeures, avec notamment les conséquences que l'on sait de la crise économique et financière, mais surtout la nécessaire prise en compte de l'accroissement de la menace terroriste. Il y a 3 mois, la France était frappée sur son territoire national par la pire attaque terroriste menée depuis 50 ans. Tenir compte de ces évolutions est devenu indispensable pour adapter notre stratégie et notre outil de défense, poursuivre notre lutte contre le terrorisme et ne pas perdre l'objectif du redressement des finances publiques, dont la dégradation est devenue en elle-même un enjeu de souveraineté. Par conséquent, la LPM, adoptée en décembre, prolonge, mais de façon modérée, la réduction de format de nos armées amorcée par le gouvernement Fillon de 2008 à 2012, avec la suppression de 48 325 effectifs, mais également de nombreuses casernes, ainsi que le regroupement des bases de défense sur le territoire. L'actuelle loi de programmation prévoyait 23 500 suppressions. En raison de la situation exceptionnelle que connaît la France depuis les attentats, le Président, lors d'un conseil de défense réuni le 21 janvier dernier, a décidé que les moyens nécessaires seraient consacrés à une vigilance permanente à travers une organisation adaptée à l'évolution de la menace terroriste sur notre territoire. 10 000 militaires engagés en soutien des forces de sécurité du ministère de l'Intérieur, 7 000 déployés dans la durée pour contribuer à la protection. Ainsi, il a pris la décision de réduire de 7 500 la déflation d'effectifs prévue sur 2015-2019, dont 1 500 en 2015. Je tiens à saluer cette décision qui permettra non seulement de maintenir la qualité de nos interventions extérieures pour être en mesure de mobiliser à tout moment 10 000 hommes, mais également de recruter 250 postes supplémentaires dans le domaine du renseignement. Cela vient d'être évoqué. Cette actualisation du contrat de protection défini dans la LPM devrait intervenir au Parlement au mois de juin. La question qui va évidemment se poser est celle de son financement. J'ai tout à fait conscience, comme vous, des fragilités et des défis auxquels cette programmation est confrontée lors de son exécution. Je pense qu'il ne faut pas les dissimuler, que les défis tiendront en particulier à la nécessité de garantir que les recettes exceptionnelles soient bien au rendez-vous, en montant et au moment prévu, et au succès des industriels à l'export. Sur ce dernier point, nous pouvons nous féliciter de la livraison de 24 Rafales à l'Égypte ainsi que d'une frégate pour un total de 5,2 milliards d'euros. Je n'aurai pas le mauvais esprit de rappeler que Nicolas Sarkozy avait, malgré des annonces intempestives de commande de 60 Rafales par le Brésil, n'est jamais parvenu à vendre un seul sous son quinquennat. Reste en suspens
la question de la part de recettes exceptionnelles qui doivent atteindre les 2,2 milliards d'euros en 2015. Nous savons que ces recettes pourraient ne pas être débloquées assez tôt et compte tenu en particulier de la vente des fréquences de 700 MHz. Je souhaite rappeler que cette situation n'est pas nouvelle, puisque la loi de programmation 2009-2014, adoptée en juillet 2009 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, prévoyait d'allouer à la mission défense 128,7 milliards d'euros courants et que son montant prenait en compte les ressources exceptionnelles issues de la cession de biens immobiliers et de bandes fréquences détenues par le ministère de la Défense. Or, en exécution, le ministère n'aura bénéficié que de 125,7 milliards d'euros, soit un écart de 2,9 sur la trajectoire programmée et la trajectoire exécutée. Je n'oublierai pas non plus la débâcle technique et administrative représentée par le système de paie Louvois qui a été mis en place de façon précipitée en 2011 et que le ministre Jean-Yves Le Drian a pris décision judicieuse de remplacer. Enfin, je souhaite souligner le rôle qu'a joué la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées dans la préparation de l'actuelle LPM. Je pense particulièrement aux contributions des collègues Jean-Louis Carrère, Jacques Gautier et Daniel Reiner. Avez-vous oublié, chers collègues, que le Sénat a permis d'apporter au texte du gouvernement un ensemble de modifications substantielles en renforçant les clauses de sauvegarde financière, en particulier celles sur les recettes exceptionnelles, en prévoyant une clause de revoyure dont l'intégration d'une clause de retour à meilleure fortune qui prévoit, en cas d'amélioration et de situation économique, de redressement de l'effort de défense de la nation à l'objectif de 2% du PIB. Pour conclure, j'ai entendu les critiques formulées à l'encontre des sociétés de projet, notamment la question des taux d'intérêt qui pourraient être élevés. Je pense cependant qu'il nous faut faire preuve de pragmatisme et que tout doit être mis en œuvre pour réussir à constituer ces sociétés de projet. Aussi, Monsieur le ministre de la Défense, vous devez pouvoir compter sur la mobilisation des sénateurs pour garantir la sécurité du pays. Il en va de la crédibilité de notre gouvernement auprès de nos militaires et du maintien d'un niveau d'ambition élevé de la France sur la scène internationale. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant, dans quelques instants, après les orateurs inscrits, à Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale, je me réjouis de ce débat parce qu'il me permet d'avoir des éclairages de la part du Sénat sur le sujet qui me préoccupe en ce moment, qui est l'actualisation de la loi de programmation militaire, sur lequel travaillent beaucoup mes services et mes collaborateurs. Ce fera l'objet d'une décision à la fin de ce mois dans un Conseil de défense et qui reviendra au Parlement au mois de juin. Donc nous sommes au début d'une démarche, mais en même temps au centre de beaucoup de sujets, et j'essaierai d'apporter les éclairages que je peux apporter à cet instant, puisque beaucoup d'arbitrages, y compris de ma part, ne sont pas encore rendus dans ce processus, et j'aurai sûrement le plaisir de pouvoir évoquer tout cela devant votre commission, Monsieur le Premier ministre, dans les jours qui viennent. Nous avons souhaité cette actualisation plus rapidement que prévu, parce que depuis le vote de la loi de programmation militaire, en décembre 2013,
nous avons eu une série de crises qui, à la fois, confortent l'analyse stratégique portée par le Livre blanc de 2013, mais qui, par leur simultanéité, leur intensité, leur rapidité, renforcent aussi la nécessité d'ajuster notre posture de défense. Je pense d'abord à la crise russo-ukrainienne, qui ravive le spectre des menaces de la force, puisque le terme que j'avais mis en avant dans le Livre blanc a été repris par plusieurs d'entre vous. Pour la première fois depuis 1945, les frontières internes de notre continent ont été modifiées par l'annexion d'une partie d'un pays par un autre. Et au-delà, une menace est exercée sur la partie orientale de l'Ukraine. Cette situation est lourde de conséquences pour la stabilité de l'Europe, pour la sécurité de centaines de milliers de personnes et au-delà, pour le respect du droit international. Et je voudrais dire ici que, malgré nos interventions extérieures et la mobilisation de nos forces que les uns et les autres avaient souligné au cours de vos interventions, nous tiendrons nos engagements en matière de réassurance, donc de solidarité. Et le mois prochain, des blindés français participeront sur le territoire polonais à des exercices de réassurance avec les forces polonaises. C'est un point que je voulais souligner, qui montre que nous respectons l'ensemble de notre programmation et que nous avons les moyens d'assurer nos responsabilités là où nous devons les assurer. J'ai dit la crise russo-ukrainienne, je voudrais dire deux mots aussi sur la menace terroriste d'inspiration djihadiste qui, depuis décembre 2013, a pris une dimension globale. Elle dessine un arc qui va du Waziristan au golfe de Guinée, en passant par le Proche-Orient, la Corne de l'Afrique, le Sahel et la Libye. Cette menace a franchi un nouveau seuil avec la progression militaire et politique de Daesh. J'avais eu l'occasion à plusieurs reprises depuis un an de mettre en garde, de faire part de mes interrogations sur le risque de jonction entre ce qui se passait au Levant et ce qui se passait en Afrique, et singulièrement dans la bande sahélo-saharienne. Je disais attention lorsque Daesh, qui est en Syrie, qui est en Irak, viendra en Libye et viendra dans la bande sahélo-saharienne. C'est fait. C'est fait depuis l'attentat contre les Coptes égyptiens. C'est fait depuis que Boko Haram a décidé de se rallier à Daesh. C'est fait depuis qu'il y a les camps d'entraînement à Derna, initiés par Daesh. Donc il y a un arc de Daesh qui se développe, et demain, ce seront les combattants étrangers que l'on rencontre en Syrie qui seront à l'entraînement en Libye. Le danger est là, la menace est grave, et c'était le deuxième point que je voulais évoquer sur l'évolution de la donne stratégique. Et puis enfin, troisièmement, mais cela a été rappelé par les uns et par les autres, ces effets se manifestent jusqu'au cœur de nos sociétés. Les attentats des 7, 8 et 9 janvier ont montré que cette menace qui était à l'extérieur, qui se jouait des frontières, à l'extérieur, pouvait désormais frapper la France et l'Europe en leur cœur. Et jamais dans notre histoire récente, la menace extérieure et la menace intérieure n'avaient été aussi imbriquées. C'est une nouvelle donne de la situation. La matrice stratégique du Livre blanc de 2013 avait déjà indiqué ces risques, ces menaces. Ce qui a bougé, c'est le fait qu'il y a eu en même temps une succession de crises qui nous amènent à une mobilisation et une mise sous tension de nos forces considérables. Je voudrais, à cet instant, rendre hommage à nos forces armées. Plusieurs d'entre vous, vous-même, Monsieur le Premier ministre, l'avez fait tout à l'heure. Elles montrent toute leur valeur, tout leur professionnalisme, tout leur courage dans cette période de grande mobilisation et dans un contexte d'une gravité exceptionnelle. Elles contribuent à la protection de nos concitoyens, tant sur le territoire national,
aux côtés des forces de sécurité intérieure qu'à l'extérieur de nos frontières pour neutraliser au plus loin des adversaires plus que jamais déterminés à frapper la France et ses alliés. Je le dis ici, au Sénat, les événements du début janvier sont déjà un peu loin dans les esprits, mais je suis bien placé pour le savoir, avec le ministre de l'Intérieur, que la menace est permanente, constante, et que les risques sont toujours là. Alors, en fonction de tout cela, le président de la République, sur ma proposition, a souhaité que l'on puisse avancer l'actualisation de la loi de programmation militaire en application de l'article 6 de la loi de programmation militaire. C'était prévu à la fin de l'année 2015, ça va se faire beaucoup plus tôt, et c'est une bonne chose. Et je voudrais reprendre quelques points de mes réflexions et peut-être apporter quelques réponses à ceux qui ont fait état de propositions d'interrogation dans le débat tout à l'heure. Nous sommes en grande préparation et nous devrions aboutir à l'achèvement de cette préparation à la fin de ce mois pour un Conseil de défense qui sera décisionnel, et ensuite il y aura le débat au Parlement. Je vais revenir sur quelques points. M. Delège, mais aussi M. Gautier et M. Reiner ont rappelé mes 5 points majeurs d'inflexion. On ne va pas refaire la loi de programmation, ce n'est pas une révision au sens fondamental, c'est une actualisation, et on reste tout à fait ferme sur les principes de base que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. Toutefois, il y aura 5 inflexions qui seront assez significatives. La première concerne les effectifs. Il faut prendre en compte le très haut niveau d'engagement de nos armées. C'est un niveau qui, aujourd'hui, M. Delège l'a rappelé avec raison, dépasse les contrats opérationnels, à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc, cette constatation ne nous amène pas à dire, comme j'ai parfois cru comprendre tout à l'heure, qu'il faudrait renoncer à certaines interventions extérieures. Du coup, je me demandais lesquelles. Fallait-il renoncer au Mali? Faut-il aujourd'hui abandonner notre présence dans Barkhane? Fallait-il renoncer à l'intervention en République centrafricaine? Nous avons évité des massacres de masse. Faut-il renoncer à être présent dans la lutte contre Daesh au Levant? Je pense que non, mais la situation des menaces nous amène à être présents sur tous les terrains, même si en République centrafricaine, notre présence va progressivement diminuer, puisque nous avons été 2600 à un moment donné, et nous serons à la fin de l'année normalement à 800, donc c'est une déflation assez significative. Ceci étant, ce que je peux dire ici, c'est qu'il nous faut convenir d'un nouveau contrat opérationnel pour notre armée professionnelle, qui viendra surtout impacter à la hausse les effectifs de la force opérationnelle terrestre, cette force opérationnelle terrestre qui est aujourd'hui de 66 000 hommes. Le président de la République a souhaité qu'une première mesure soit prise, c'est-à-dire une moindre déflation de 7 500, dont 1 500 sur l'année 2015, ça a été rappelé par M. Roger tout à l'heure. Cette réduction de la déflation se poursuivra par une réduction supplémentaire à partir du moment où on aura défini le nouveau contrat opérationnel pour nos forces, et singulièrement le niveau de la force opérationnelle terrestre qui sera renforcée de manière significative pour pouvoir assumer l'ensemble de ces missions. Je voudrais d'ailleurs à ce moment vous dire que cette évolution influencera la physionomie du nouveau modèle de l'armée de terre. Ça sera même d'une certaine manière une petite révolution culturelle, puisque nous intégrerons dans le nouveau dispositif le fait qu'il y ait la possibilité de déploiement sur la longue durée sur notre territoire de 7 000 hommes, avec la possibilité de monter rapidement à 10 000 en cas de nécessité et d'urgence, ce qui est un nouveau concept. Et le chef d'état-major de l'armée de terre vient de me proposer le nouveau modèle de l'armée de terre. On sera amené à en parler longuement. Certains y ont fait allusion, je crois que c'était monsieur Gautier, sénateur Gautier, nouveau modèle qui s'appelle Au Contact et qui intégrera de nouvelles priorités, de nouveaux dispositifs. Et surtout, ce qui me paraît le plus important,
c'est la cohérence globale du nouveau modèle de l'armée de terre pour éviter que la permanence de sentinelles, parce qu'on est parti sur la durée, ne se traduise par une armée à double vitesse. Il faut que ce soit une armée unique, avec des missions qui s'appliquent à tous et avec des soldats qui font des missions extérieures, des missions intérieures dans la même cohérence. Je rappelle que la mission intérieure est une mission militaire et non pas une mission de supplétif à l'égard des forces de police ou de gendarmerie. Donc ce nouveau modèle sera très important et sans doute un des éléments significatifs de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Il viendra en complément du nouveau modèle de la marine, mais il était déjà connu, Horizon Marine 2025, et du nouveau modèle de l'armée de l'air, unis pour faire face, qui subiront quelques inflexions, mais l'inflexion majeure portera sur le modèle de l'armée de terre et sur la force opérationnelle terrestre. Je ne suis pas en mesure de vous dire à quel niveau nous allons arriver, puisque ça fait l'objet aujourd'hui de discussions, mais ça sera en hausse par rapport au chiffre de 7 500 de réduction de la déflation qui a été annoncé déjà par le président de la République et par moi-même. Je voudrais rajouter aussi un élément important. Je souhaite que dans le nouveau dispositif, la place des réserves soit renforcée et je souhaiterais que nous ayons comme cible 1000 réservistes potentiels sur le territoire national, sur les effectifs de 7 à 10 000 qui seront nécessaires de mobiliser sur la durée, qu'il y ait la capacité de mobiliser 1000 réservistes sur notre propre territoire. Je sais que l'objectif est un peu ambitieux. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Et ça suppose des modifications, mais j'ai une ferme volonté d'aboutir aussi dans cette direction, parce que rien n'est mieux que de renforcer le lien armée-nation par une présence de réservistes dans la protection interne du territoire. Je reviens aux observations de tout à l'heure de plusieurs orateurs sur ce sujet. Voilà le point sur les effectifs. C'est que Madame Aïchi, vous avez évoqué d'autres points sur le lien armée-nation. Je confirme à ce moment que dans le cadre de l'actualisation, nous tiendrons nos engagements de la création de 3 lieux de service militaire adaptés qui ont été annoncés, qui seront mis en place, et j'espère le premier dès la fin de l'année 2015. Je voudrais dire aussi qu'un certain nombre de priorités fixées en 2013 vont être confirmées. Je pense, c'est le deuxième point, l'accentuation des priorités de la loi de programmation. C'est le cas en particulier des forces spéciales. Chacun a bien compris que c'était un bon objectif, il passait de 3 000 à 4 000, qu'il faut prendre en considération les équipements des forces spéciales. J'ai bien entendu le message. Je pense aussi à l'ensemble du volet cyber. Je pense globalement, Monsieur le Président, aussi au renseignement. J'aurai l'occasion de parler de la loi sur le renseignement lorsqu'il viendra en débat ici. C'est déjà le cas hier à la commission des lois de l'Assemblée nationale. La défense est évidemment directement concernée par ce texte. Mais le renseignement, ça veut dire aussi nous doter de tous les moyens d'acquisition d'informations. Et je voudrais dire ici, même si je n'ai pas beaucoup de temps dans mon propos, que je me réjouis d'avoir conclu avant-hier avec ma collègue allemande, Madame von der Leyen, deux engagements. Le premier, c'est de faire ensemble la constellation de satellites d'observation, puisque l'Allemagne contribuera sur le 3e satellite. Ça n'était jamais arrivé sur un domaine régalien, sur un domaine extrêmement important et extrêmement sensible. Et la deuxième décision qui a été prise, c'est de faire ensemble le drone de nouvelle génération qui succédera au Reaper. Deux événements qui passent peut-être un peu inaperçus en France, mais je peux vous assurer qu'en Allemagne, ce sont deux événements majeurs de collaboration entre la France et l'Allemagne. J'en profite ici pour dire quelques mots sur l'ouverture européenne, mais ça nécessiterait à elle seule un débat. J'ai été évidemment heureusement surpris de la grande ouverture du président Juncker sur l'armée européenne. C'est une percée conceptuelle audacieuse. Le problème, c'est entre le moment où l'armée européenne va exister et la situation d'aujourd'hui, il y a un long chemin à parcourir. J'espère que le Conseil européen de juin nous permettra de faire des premiers pas, en particulier dans deux directions. La première, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle les groupements tactiques, qui existent sur le papier mais n'ont jamais été mis en œuvre.
Et je souhaiterais que nous souhaitons, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Polonais et nous sommes sur la même ligne pour faire en sorte que ces groupements tactiques européens soient considérés comme opérationnels après le Conseil de juin. Et d'autre part, nous souhaitons que le dispositif Athéna, que le dispositif d'accompagnement des opérations extérieures européennes, puisse être amplifié pour partager les financements des opérations que nous pouvons mener à l'extérieur. Je rajoute le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir des financements européens aussi sur la recherche-innovation. Et ces trois perspectives nous paraissent atteignables aujourd'hui, à partir du moment où, par ailleurs, le président de la Commission et le président Tusk ont apporté des orientations positives en ce sens. Je voudrais vous dire que le troisième effort pour l'actualisation sera de lever des hypothèques de 2013 concernant certains équipements majeurs de nos forces, le fait que nous ayons renforcé nos succès à l'exportation. Je profite d'ailleurs à cet instant pour dire que depuis 2012, nous avons doublé nos exportations. Et qu'en 2015, je vous donne là le chiffre de 2014, c'est 8,3 milliards. En 2015, nous serons au-delà de ce chiffre. Ce qui renforce, ce n'est pas uniquement l'action de votre humble serviteur qui a permis ce résultat, c'est aussi la gravité des menaces et la qualité et l'excellence des produits français, mais qui montre que nous avons là un outil très, très important. L'affaire du Rafale est tout à fait opportune au moment où elle arrive, parce que ça nous permettra, dans le cadre de l'actualisation, de lever l'ambiguïté qui existait sur les livraisons de Rafale. Alors je précise à M. Delège qu'il y a sur l'aviation de chasse et sur les frégates une cible. La cible prévue dans le livre blanc et la loi de programmation militaire, elle n'est pas modifiée. La cible, c'est 225 avions de chasse et 15 frégates de premier rang. Et si, dans le contrat avec l'Égypte, nous avons passé un accord qui aboutit au fait qu'on livre une frégate initialement destinée à la France, à l'Égypte, et des Rafales initialement destinés à la France, à l'Égypte, pour lui permettre d'avoir des équipements et des capacités le plus rapidement, puisque c'est ce qu'elle demandait, il n'empêche que la cible française ne changera pas, et donc une frégate sera remplacée par une autre, et il n'y aura pas de ce côté-là, et pour les Rafales c'est pareil, il n'y aura pas de ce côté-là de manque ou de diminution par rapport à la cible initialement prévue, et je pourrais confirmer tout cela au moment de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Je voudrais aussi préciser, puisque je connais bien M. Delège qui veut des réponses précises à des questions précises, mais que l'équipage qui était prévu pour la Normandie va se retrouver sur la Provence, c'est-à-dire va continuer à suivre le cycle normal, même s'il y a un petit peu de décalage. En tout cas, ces précisions méritaient d'être apportées. Je voudrais aussi vous faire part, dans ce troisième axe de réflexion, de mon souci de développer des plans spécifiques pour doter nos armées en hélicoptères. C'est pour moi la constatation d'un manque que j'observe depuis nos missions récentes. Il y a une capacité insuffisante et je souhaite que dans l'actualisation, on puisse prendre en considération cette nécessité d'hélicoptères, en particulier d'hélicoptères de manœuvre et d'hélicoptères légers. Je serai sans doute amené dans ce domaine à vous faire des propositions. Enfin, le quatrième axe, si le Président me permet quelques instants. Mais je vous permets tout ce que vous voulez, Monsieur le Ministre, pour l'information du Sénat sur un sujet majeur. Alors, le quatrième axe, si vous me laissez un tout petit peu de temps, je voudrais vous dire aussi que dans les inflexions, toujours dans le troisième axe d'effort, j'ai parlé des hélicoptères. Je confirme par ailleurs qu'en 2015, nous allons acquérir un troisième Reaper, drone de moyenne altitude longue endurance, et que nous en commanderons 3 autres avant la fin de l'année. De la même manière, nous engagerons le contrat des satellites de communication, dit contrat COMSAT-NG, avant la fin de l'année. Et de la même manière, nous engagerons le contrat des bateaux de soutien hauturiers, qui était attendu depuis longtemps, en particulier pour les territoires d'outre-mer. Tout cela sera confirmé dans l'actualisation. Alors, le quatrième point, et le dernier, concerne les financements.
J'ai eu l'occasion, devant la commission spéciale, de m'expliquer très longuement sur les sociétés de projet. Je crois que je suis resté plus d'une heure, peut-être 1 heure et demie, et j'ai abordé le sujet dans tous les sens. Je peux reprendre pour dire les fondamentaux. Premièrement, le président de la République, à plusieurs reprises, a annoncé qu'il sanctuarisait les crédits du ministère de la Défense, 31,4 milliards. Donc je m'inscris en faux, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, comme quoi il manquait 1 milliard. En 2012, le budget était de 31,4 milliards, il a été intégralement respecté. Ça a été le cas en 2013 et en 2014. Il a été respecté intégralement, rubis sur l'ongle. Et donc, en 2015, pour l'instant je ne m'arrête qu'à 2015, il y a sur les 31,4 milliards, 2,2 milliards de ressources exceptionnelles qui aujourd'hui ne sont pas alimentées au moment où je vous parle. Il y a eu des ressources exceptionnelles en 2014. Ce n'est pas une nouveauté, elles ont été au rendez-vous. Il y a eu des ressources exceptionnelles en 2013. Elles ont été au rendez-vous. Il y avait des ressources exceptionnelles antérieurement. Elles étaient au rendez-vous et il faut maintenant obtenir les 2,2 milliards de ressources exceptionnelles pour l'année 2015. La loi de programmation militaire prévoit la manière dont on mobilise les ressources exceptionnelles. C'est dans le texte. Ou bien vous faites appel au programme d'investissement d'avenir, c'était le cas en 2014, ou bien vous faites appel aux enchères de 700 MHz ou de réseaux divers. Ça a été le cas pour les réseaux en 2013. Vous faites appel aux ressources immobilières, c'est le cas pendant ces 3 années. Ou vous faites appel, et nous y sommes, aux cessions d'actifs. Et là, je pense qu'il faut lever une ambiguïté. Ceux qui pensent que la cession d'actifs, c'est de l'acrobatie financière, voire de la cavalerie, comme j'ai entendu tout à l'heure, mais je vais le repréciser. Une cession d'actifs, ça fait partie presque de la vie quotidienne de l'action de l'État. C'est arrivé à de nombreuses reprises. La seule difficulté, c'est que si on veut mobiliser des cessions d'actifs, on ne peut le faire du fait de la LOLF qu'en mobilisant ces cessions d'actifs en capital, donc en investissement, et on ne peut pas le faire autrement. C'est-à-dire qu'avec une cession d'actifs, le ministère de la Défense ne peut pas acheter une frégate. Il faut, pour ce faire, avoir une société qui mobilise le capital de la cession d'actifs pour pouvoir faire l'action indiquée, d'où la société de projet, qui est composée uniquement de capitaux publics et qui assure le relais et qui assure en fait la mobilisation de la cession d'actifs. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé, au moment de ses vœux, qu'il était favorable à cette orientation, qui est tout à fait conforme à la loi et qui est tout à fait conforme aux objectifs que nous souhaitons. Et nous pouvons mobiliser les 2,2 milliards nécessaires par ces cessions d'actifs. Voilà quelle est la réalité de la situation. Et donc c'est la raison pour laquelle l'amendement qui a été déposé par mon collègue Macron visait à rendre possible cette opération. Non pas à la faire, à la rendre possible en levant 2 ou 3 obstacles juridiques qui pouvaient empêcher la réalisation de manière sereine. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que cela puisse être mis en œuvre. Une fois ce dispositif mis en œuvre, je reviendrai devant la Commission, comme je l'ai annoncé l'autre jour, pour expliquer comment ces 2,2 milliards seront mobilisés à la fois pour l'acquisition de frégates et pour l'acquisition d'un 400M, c'est-à-dire pour respecter totalement le budget de la Défense 2015. Après, il y a une autre question qui est la suite. Et l'actualisation nous permettra de l'éclairer, c'est-à-dire que si on augmente les effectifs, en particulier pour l'armée de terre, mais pas uniquement, parce qu'il y aura aussi des recrutements nécessaires dans le domaine du renseignement, vous y avez fait allusion, il y a 250 recrutements dans le domaine de la cyberdéfense, ça veut dire que ça a un coût, et que ce coût ne rentre pas obligatoirement dans l'enveloppe des 31,4 milliards actualisée en 2016, 2017 et 2018 et 2019. C'est la raison pour laquelle il était essentiel qu'il y ait cette actualisation. Je vous remercie de vos propos, les uns et les autres, de vos éclairages, de vos préoccupations prioritaires. En tout cas, sachez qu'au service de notre sécurité, au service de notre défense, il y a, je crois, dans le pays une unanimité, une volonté collective d'agir ensemble. Et c'est un plus essentiel pour la cohérence et la solidité de la nation. Et le débat de cet après-midi y a contribué. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.
pour ce débat qui a été fort utile. Voilà pour ce débat dans l'hémicycle sur la loi de programmation militaire. À la demande du groupe UMP, les sénateurs ont interrogé Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Il a rappelé ses priorités en matière de défense et a insisté sur sa volonté de limiter les suppressions de postes, comme cela a été initialement prévu dans la loi de programmation militaire. Mais les débats sont loin d'être terminés puisque, je vous le rappelle, cette loi de programmation militaire doit être revue cet été. Vous pouvez tout revoir et revoir tous nos débats et toutes nos séances sur le site publicsena.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.